Tout le monde a cru que mon père était mort d'une crise cardiaque, jusqu'à ce que je fasse écouter l'enregistrement vocal qu'il avait fait la nuit de sa mort. Quand le nouveau petit ami de ma mère a emménagé, j'avais 13 ans. Papa était mort depuis seulement 8 jours. Il était décédé d'une crise cardiaque qui n'avait aucun sens. Un jour, il m'apprenait à manger plus sainement et se vantait de n'avoir jamais fumé un seul jour de sa vie. Et le lendemain, je me tenais à côté de son lit d'hôpital tandis que le moniteur devenait plat. La première chose que Cyrus, le petit ami de ma mère, a faite, c'est de boire dans la tasse de café de papa, celle où il était écrit « meilleur père du monde ». Maman la lui a servi comme si c'était déjà une habitude. Mais il ne s'appropriait pas seulement les affaires de papa. Cyrus avait une manière de me regarder qui me donnait la chair de poule. Ses yeux me suivaient dans la pièce, s'attardaient trop longtemps quand j'atteignais quelque chose sur une étagère haute. Il entrait par accident, pendant que je me changeais, s'excusant avec un sourire qui n'atteignait jamais ses yeux. Quand j'ai dit à maman que cela me mettait mal à l'aise, elle a soupiré, comme si j'étais difficile. Cyrus est simplement amical, Jasmine. Arrête de compliquer les choses. Mais plus maman me pressait d'accepter Cyrus, plus les questions me rongeaient. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à quel point papa avait été en bonne santé. Il courait chaque matin, faisait vérifier son cholestérol tous les mois parce qu'il était paranoïaque à cause de ses antécédents familiaux. Le médecin avait même plaisanté en disant qu'il vivrait jusqu'à 100 ans. Alors, un soir au dîner, je l'ai mentionné. Papa n'a jamais eu de problème cardiaque. Cyrus posa lentement sa fourchette, me regarda droit dans les yeux et dit « Les cœurs sont imprévisibles ». Parfois, il s'arrêta simplement. Il le dit comme s'il savourait une blague privée. Maman me répliqua sèchement d'arrêter de penser au passé. Je me suis dit que si je pouvais trouver une preuve, elle serait obligée de m'écouter. J'ai donc commencé à enregistrer Cyrus avec mon téléphone quand il faisait ses commentaires glauques sur moi, devenant une femme, ou à quel point j'étais mûre dans mon uniforme scolaire. Mais il l'a découvert. Il m'a arraché le téléphone des mains un jour et a tout supprimé, sans jamais rompre le contact visuel. Ensuite, il a montré à maman le dossier d'enregistrement vide et a dit que j'essayais de lui tendre un piège. Maman m'a confisqué le téléphone comme punition. Elle a dit que j'empoisonnais notre nouveau départ. C'est à ce moment-là que les choses ont empiré. J'ai commencé à pousser ma commode contre la porte la nuit, mais maman l'a remarqué. « Pourquoi as-tu déplacé tes meubles ?» a-t-elle exigé. Quand je lui ai dit que je ne me sentais pas en sécurité, elle a littéralement retiré la porte de ma chambre. On ne garde pas de secret dans cette famille. Cyrus a commencé à entrer quand il voulait. « Je ne fais que veiller sur toi, ma chérie », murmurait-il en s'asseyant sur mon lit pendant que je faisais semblant de dormir. J'ai commencé à dormir dans mon placard, porte fermée, et quand maman m'y a trouvé, elle m'en a tiré de force. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu fais une crise ou quoi ?» Elle m'a attrapée par les épaules. « Tu as peut-être besoin d'une thérapie. » « Jasmine, ce n'est pas normal. » Papa était mort depuis 6 semaines à ce moment-là, et j'avais l'impression de me noyer. Chaque jour, Cyrus devenait plus audacieux. Maman devenait plus aveugle, et moi plus désespérée. Papa me manquait tellement que ça en faisait physiquement mal. Pas seulement parce que j'avais besoin d'être protégée, mais parce que rien de tout cela n'avait de sens. La rapidité avec laquelle maman s'en était remise, la façon dont Cyrus semblait déjà connaître la disposition de notre maison dès le premier jour. Une nuit, pendant qu'il regardait la télévision, je suis allée dans l'ancien bureau de papa. Cyrus s'en était bien sûr emparé. Mais j'avais juste besoin de trouver quelque chose. Quelque chose qui sentait encore papa ou portait son écriture. C'est alors que je l'ai vu, caché derrière l'étagère, comme si quelqu'un avait essayé de le dissimuler. Le vieil iPad de papa. 3% de batterie. L'écran s'est allumé et la dernière application ouverte était dictaphone. Mon cœur battait si fort que je pouvais l'entendre dans mes oreilles. L'enregistrement datait de juste avant notre départ pour l'hôpital, 23h35. Il l'avait intitulé « Liste de courses », ce qui était étrange, car papa s'envoyait toujours ses rappels par SMS. J'ai regardé la porte de la chambre, entendu Cyrus rire de quelque chose à la télé en bas, et j'ai appuyé sur « Lecture ». La voix de papa a rempli la pièce, et j'ai failli éclater en sanglots. Il commençait par énumérer les courses dont il avait besoin chez Aldi. Puis Cyrus est entré dans la pièce pendant qu'il enregistrait. Ensuite, un ton de confusion. « Mélissa, que fait-il ici? Il est minuit. »
J'ai entendu des voix étouffées, des bruits de mouvement. Puis la voix douce et calme de maman. « Bois juste ton jus, Tony. Ça t'aidera à dormir. Ça a un goût de… Mélissa, qu'est-ce que… » Papa semblait somnolent, confus. Puis la voix de Cyrus, très sérieuse. « Ça devrait prendre environ 3 minutes. Potassium, indétectable. » L'iPad m'a glissé des mains. La voix de papa s'éloignait, comme s'il avait lâché le téléphone. « Jasmine, notre fille. Elle ira bien, » dit Cyrus. « Je prendrai bien soin d'elle. » J'étais tellement concentrée à mémoriser chaque détail, à prouver que papa avait été assassiné, que je n'ai pas entendu la télévision s'éteindre en bas. Je n'ai pas entendu les pas dans l'escalier. « Je vois que tu as trouvé les vieilles affaires de ton père. » Jasmine. La voix visqueuse de Cyrus a déclenché en moi une réaction de fuite ou de combat. « Tu sais que ta mère n'aime pas ça. » Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber l'iPad par terre. J'ai martelé le bouton de verrouillage et l'ai enfoncé profondément dans la poche de mon sweat à capuche, essayant de garder une expression neutre, même si mon cœur battait si fort que je jurais que Cyrus pouvait l'entendre depuis le seuil. Je devais sortir de cette pièce immédiatement. Je me suis tenu le ventre et j'ai forcé ma voix à paraître faible et désespérée. « Je me sens très mal. J'ai besoin d'aller aux toilettes. » Cyrus ne bougea pas pendant 3 longues secondes. Il resta simplement là, à me fixer de ses yeux glacials. Je pouvais sentir la sueur commencer à couler dans mon dos. Puis il s'écarta, et je me précipitai hors de la pièce si vite que je faillis trébucher sur le tapis du couloir. J'ai verrouillé la porte de la salle de bain derrière moi et me suis adossée contre elle, haletante. L'iPad me brûlait un trou dans la poche. Je l'ai sorti avec des doigts tremblants et ai touché l'écran. 2% de batterie restant. J'ai ouvert ma messagerie scolaire dans le navigateur, celle que ma mère ne connaissait pas parce que je l'avais créée à la bibliothèque l'année précédente. Mes doigts glissaient sur le petit clavier pendant que j'ajoutais le fichier audio. La pièce jointe mettait une éternité à se charger, et je continuais à fixer la porte, comme si Cyrus pouvait la défoncer à tout moment. J'ai tapé l'adresse email de Madame Reeves, la conseillère qui avait été gentille avec moi après la mort de papa, puis j'ai appuyé sur « Envoyer ». La barre de progression rampait à l'écran plus lentement que tout ce que j'avais jamais vu. Allez, allez, allez. La batterie est tombée à 1% et la barre n'était qu'à moitié. J'ai pressé ma main contre ma bouche pour ne pas faire de bruit. Enfin, le message a été marqué comme envoyé. Je l'ai supprimé du dossier « Message envoyé » directement sur l'iPad pour qu'il ne reste aucune trace. Puis, l'écran est devenu noir. Batterie vide. Je glisse l'iPad profondément dans mon sac à dos, sous mon manuel de mathématiques et mon classeur d'espagnol. Puis je tire la chasse d'eau, même si je ne l'ai pas utilisée. Je me lave les mains et regarde mon visage dans le miroir. J'ai l'air pâle et effrayé. Je respire profondément plusieurs fois et j'ouvre la porte. Cyrus est juste là, dans le couloir, à m'attendre. Je me force à ne pas courir, à ne pas paraître coupable, même si mes jambes ont envie de s'enfuir à toute vitesse dans les escaliers et hors de la maison. « Je vais me coucher », murmurai-je sans le regarder. Je marche aussi naturellement que possible vers ma chambre sans porte, et dès que j'y suis, je pousse ma commode contre l'ouverture. Ça ne l'arrêtera pas, mais au moins j'entendrai s'il essaie d'entrer. Je monte sur le lit, toujours habillée, mon sweat à capuche sur moi, et je tire la couverture jusqu'au menton. Mon sac est au sol juste à côté du lit, là où je peux l'attraper vite si j'en ai besoin. Je reste là, dans le noir, à écouter chaque bruit de la maison. La télévision s'éteint en bas, des pas dans l'escalier. Maman et Cyrus parlent à voix basse dans leur chambre. Puis, vers minuit, j'entends des pas dans le couloir, et la commode grince sur le sol pendant qu'on la pousse. Je ferme fort les yeux et j'essaie de respirer comme si je dormais. Le lit s'enfonce quand Cyrus s'assoit au bord. Sa main touche mes cheveux et commence à les caresser. Lentement, d'une manière glaçante, et tout mon corps veut hurler, mais je reste parfaitement immobile. « Fais de beaux rêves, chérie », murmure-t-il tout près de mon oreille. Puis il s'en va. 2 heures plus tard, il revient et recommence, restant encore plus longtemps cette fois, et je dois me mordre l'intérieur de la joue pour ne pas pleurer ni vomir. Quand il part enfin pour la 2e fois, j'ouvre les yeux dans le noir et fixe le plafond. Je ne dormirai pas cette nuit. Impossible. Je reste là à planifier chaque détail du lendemain. Je dois arriver tôt à l'école, avant la 1re heure, et aller directement au bureau de Madame Reeves. Elle vérifie ses emails tôt le matin. Elle verra l'enregistrement.
Elle me croira. Elle doit me croire. Je répète encore et encore ce que je vais lui dire, comment je vais tout lui expliquer. Le ciel commence à pâlir dehors vers 6 heures. J'entends le réveil de maman, puis l'eau de la douche. Je me lève et attrape mon sac à dos, vérifiant que l'iPad est toujours enfoui sous mes livres. Au petit déjeuner, maman sert le café et Cyrus lit quelque chose sur son téléphone. La pluie bat fort contre la fenêtre de la cuisine. Maman me regarde et fronce les sourcils. Il pleut à verse dehors. Cyrus devrait te conduire à l'école. Mon estomac se noue. Je peux y aller à pied. Ne sois pas ridicule, Jasmine. Cyrus lève les yeux de son téléphone avec ce sourire qui me donne la chair de poule. Ça ne me dérange pas du tout. De toute façon, je passerai te voir plus tard. Je me tiens de nouveau le ventre, utilisant le même prétexte que la veille. Je me sens encore mal, des crampes d'estomac, et je dois aller à l'école tôt pour rattraper un contrôle que j'ai manqué. Les yeux de maman se plissent, soupçonneux, mais je garde mon visage contracté de douleur. Quel contrôle? Mathématiques. Madame Reeves me l'a reprogrammé. C'est un mensonge, mais maman ne connaît pas assez bien mon emploi du temps pour le vérifier. Cyrus continue de me fixer, mais je ne le regarde pas. J'attrape mon sac et me dirige vers la porte d'entrée avant qu'il puisse en protester. J'y vais maintenant, sinon je serai en retard. Je sors et descends les marches avant que maman puisse dire un mot de plus. La pluie trempe mon sweat en quelques secondes. Mais je m'en fiche. Je marche vite dans notre rue, mon sac lourd sur les épaules, regardant derrière moi toutes les quelques secondes pour m'assurer que Cyrus ne me suit pas en voiture. 3 maisons plus bas se trouve celle de Martha, la voisine avec le jardin qui me salue toujours quand je vais à l'arrêt de bus. Je ne lui ai jamais beaucoup parlé, mais en ce moment c'est ma seule option. Je monte en courant les marches de son perron et je frappe à la porte, probablement trop fort. Elle ouvre en peignoir, une tasse de café à la main, l'air surprise. « Jasmine. Ma chérie, qu'est-ce qu'il y a? Peux-tu m'emmener à l'école, s'il te plaît ?» Ma voix tremble, désespérée. Elle regarde mon visage, voit que je suis trempée et que je grelotte, et ne pose pas de questions. Laisse-moi attraper mes clés. 30 secondes plus tard, elle revient avec son sac et ses clés de voiture, et nous courons sous la pluie jusqu'à sa berline garée dans l'allée. Je m'assieds sur le siège passager et serre mon sac contre ma poitrine, sentant l'iPad à travers le tissu. Martha démarre le moteur et prend la route. Les essuie-glaces à pleine vitesse. Le chauffage souffle de l'air chaud, faisant coller mes vêtements mouillés à ma peau. Nous roulons 2 minutes en silence avant que Martha ne me regarde. Elle me demande si tout va bien à la maison, sa voix douce et prudente. Je ne veux pas pleurer, mais soudain les larmes coulent sur mon visage et je ne peux pas les arrêter. Je presse mes paumes contre mes yeux et essaie de respirer, mais ce ne sont que de terribles sanglots saccadés. Martha pose une main sur mon épaule, la serre doucement, puis la retire pour reprendre le volant. Elle me dit qu'elle s'inquiète pour moi depuis un moment, qu'elle a remarqué la voiture de Cyrus chez nous à des heures étranges, même avant la mort de papa, et que cela ne lui a jamais semblé normal. J'essuie mon visage avec ma manche trempée et hoche la tête, incapable de parler. Elle ne me presse pas de questions. Elle continue simplement de conduire et me dit que je peux lui parler à tout moment si j'en ai besoin. Quand nous arrivons à l'école, le parking est presque vide, parce qu'il est encore tôt. Je la remercie, attrape mon sac à dos et cours vers l'entrée principale sous la pluie. Les couloirs sont calmes, à part quelques professeurs préparant leur classe. Je me dirige directement vers le bureau de la conseillère d'orientation, mes baskets crissant sur le carrelage. La porte de Madame Reeves est fermée, mais la lumière est allumée à l'intérieur. Je frappe 3 fois, plus fort que je ne le voulais. Elle ouvre la porte en tenant une tasse de café, et son expression change dès qu'elle voit mon visage. Je lui dis que j'ai besoin de lui parler de quelque chose de sérieux, ma voix tremblant et désespérée. Elle pose sa tasse, ferme la porte derrière moi, et me fait signe de m'asseoir sur la chaise en face de son bureau. Je m'y laisse tomber et sors l'iPad de mon sac, le posant sur son bureau avec des mains tremblantes. Les mots jaillissent de moi dans un flot confus. Je lui raconte comment j'ai trouvé l'iPad dans le bureau de papa, l'enregistrement intitulé « Liste de courses », la voix de papa, puis celle de Cyrus et de maman. Je lui explique le potassium, la bonne santé de papa, et comment Cyrus a emménagé 8 jours après sa mort. Madame Reeves se penche en avant et me demande si elle peut écouter l'enregistrement. Je déverrouille l'iPad et appuie sur lecture, et la voix de papa emplit le petit bureau.
La main de Madame Reeves se porte à sa bouche pendant qu'elle écoute. Quand l'enregistrement se termine sur Cyrus disant qu'il prendra bien soin de moi, elle s'appuie contre le dossier de sa chaise et reste à fixer l'iPad. Elle me dit que c'est une preuve d'un crime et qu'elle est légalement obligée de le signaler. Exactement ce que j'espérais entendre. Elle attrape son téléphone et commence à passer des appels pendant que je reste là, tremblante. Elle appelle d'abord les services de protection de l'enfance, puis l'agent de ressources scolaires. En 1 heure, 3 adultes sont entassés dans son bureau. L'agent de ressources est un homme grand, à la coupe militaire, qui prend des notes sur tout ce que je dis. Madame Reeves fait une copie de l'enregistrement via le serveur sécurisé de l'école, le sauvegardant à 3 endroits différents. L'agent explique qu'ils doivent immédiatement contacter la brigade criminelle de la police, car il s'agit désormais d'une enquête pour meurtre. Quelqu'un mentionne d'appeler ma mère, et je sens la panique monter dans ma poitrine. Mon téléphone se met à sonner dans mon sac, et je vois le nom de maman s'afficher. Madame Reeves me dit de ne pas répondre, et je laisse l'appel passer sur la messagerie. 20 minutes plus tard, la secrétaire frappe à la porte et dit à Madame Reeves que ma mère est dans le bureau principal. Elle exige de me ramener à la maison et prétend que je fais une crise de santé mentale nécessitant une aide urgente. L'agent de ressources se lève et dit qu'il va s'en charger. Madame Reeves reste avec moi et j'entends la voix de maman devenir de plus en plus forte dans le couloir. Elle hurle au sujet de ses droits parentaux et de l'impossibilité pour l'école de me retenir. La voix du directeur intervient, calme mais ferme, disant que je resterai sur le campus pour la journée et qu'ils la contacteront plus tard. La voix de maman monte encore d'un ton, menaçant d'appeler son avocat et de poursuivre l'école. Finalement, j'entends des pas s'éloigner et la porte d'entrée claquer. Madame Reeves me demande si je me sens en sécurité à l'idée de rentrer chez moi aujourd'hui. Je lui dis la vérité, que Cyrus entre dans ma chambre la nuit et s'assoit sur mon lit, que maman a enlevé la porte pour m'empêcher de la verrouiller. Je lui raconte que je dors dans mon placard et que maman dit que je fais une crise de nerfs. Madame Reeves note tout sur un bloc, son stylo allant vite sur le papier. Elle me dit que je suis très courageuse d'avoir parlé et qu'elle s'assurera que je sois en sécurité. Un travailleur du service de protection, Brandon, arrive après le déjeuner. Il est plus jeune que je ne l'imaginais, peut-être 30 ans, vêtu d'un pantalon beige et d'une chemise boutonnée. Il m'emmène dans une salle de réunion privée et ferme la porte. Il me pose des questions détaillées sur le comportement de Cyrus et note mes réponses. Je lui raconte tout. Comment maman a servi du café à Cyrus dans la tasse de papa quelques jours après les funérailles. Comment Cyrus connaissait la disposition de notre maison dès le premier jour. Comment il me regarde d'une manière qui me glace le sang. Brandon me parle de l'enregistrement et je lui explique encore une fois la chronologie, comment papa l'a fait juste avant d'aller à l'hôpital. La détective Sandival arrive ensuite, une femme sérieuse, aux yeux doux et aux cheveux foncés attachés en queue de cheval. Elle s'assoit en face de moi et m'explique qu'il est très difficile de prouver un empoisonnement, surtout si papa a déjà été incinéré ou enterré. Mon cœur se serre. Je n'avais pas pensé à ça. Elle dit que l'enregistrement reste une preuve précieuse. Et qu'avec tout le reste que je lui ai dit, ils ont assez pour ouvrir une enquête. Elle me demande si je sais si papa a été incinéré ou enterré, et je lui réponds qu'il a été enterré au cimetière de Maple Street. Elle le note et me dit qu'ils vont chercher à obtenir une autorisation pour de nouveaux tests. Madame Reeves m'apporte le déjeuner de la cafétéria, un sandwich, des chips et une bouteille d'eau. Elle s'assoit avec moi pendant que je mange, me disant que l'école me gardera en sécurité aujourd'hui, pendant que les adultes décident des prochaines étapes. Je me sens épuisée, mais aussi soulagée que les gens me croient enfin. Mes mains cessent de trembler pour la première fois de la journée. Vers 2 heures, la secrétaire appelle de nouveau pour dire à Madame Reeves que Martha est là. La détective Sandival revient au bureau avec Martha derrière elle. Martha me fait un petit sourire triste qui me donne envie de pleurer encore. La détective Sandival fait asseoir Martha sur la chaise à côté de la mienne et ouvre son carnet à une nouvelle page. Martha dit qu'elle a vu la voiture de Cyrus garée dans notre allée au moins 6 fois avant la mort de papa, toujours tard le soir, vers 11 heures ou minuit. Elle dit qu'elle s'en souvient parce que cela lui paraissait étrange que maman ait quelqu'un si tard, alors que papa était à la maison, et qu'elle pensait que c'était peut-être un collègue de travail. La détective Sandival lui demande quel type de voiture c'était, et Martha la décrit parfaitement. Une berline bleu foncé avec une bosse sur la portière côté passager. Elle dit que la dernière fois qu'elle l'a vue, c'était 2 nuits avant que papa n'aille à l'hôpital, et que les lumières de notre maison étaient encore allumées après minuit. La détective Sandival note tout et remercie Martha d'être venue. Martha me serre l'épaule avant de repartir travailler.
Après le départ de Martha, la détective Sandival sort un sac en plastique transparent et un formulaire de son attaché-case. Elle m'explique qu'elle doit prendre l'iPad comme pièce à conviction et suivre la procédure adéquate afin qu'il puisse être utilisé devant le tribunal. Elle scelle l'iPad dans le sac, écrit la date et l'heure sur une étiquette, puis me fait signer un formulaire indiquant que je le lui ai remis volontairement. La voir le refermer dans sa mallette me serre la poitrine, car cet iPad est la seule preuve que je possède, et maintenant il part dans un endroit où je ne peux plus le voir. La détective Sandival doit remarquer mon expression, car elle m'assure que l'enregistrement est également sauvegardé sur le serveur de l'école. Il existe donc plusieurs copies. Elle dit que l'iPad sera conservé dans un local sécurisé au commissariat et que seules des personnes autorisées y auront accès. Une vingtaine de minutes plus tard, un homme en costume entre dans le bureau et la détective Sandival me le présente. Edward, un pathologiste médico-légal travaillant pour le bureau du médecin légiste. Edward s'assoit en face de moi et m'explique son travail d'une manière qui ne me fait pas me sentir stupide. Il dit que le potassium est très difficile à détecter après la mort, car le corps humain en contient naturellement. Le problème, c'est que les niveaux de potassium peuvent changer après le décès. Ainsi, même s'ils analysent le corps de papa maintenant, il se peut qu'ils ne trouvent rien d'anormal. Il me demande si papa a été enterré ou incinéré, et je lui réponds qu'il a été enterré au cimetière de Maple Street. Edward hoche la tête et dit que c'est une bonne chose, car il pourrait éventuellement exhumer le corps pour effectuer de nouveaux tests. Mais il m'avertit que cela coûte cher et qu'il n'y a aucune garantie de résultat. Il explique que si on avait injecté du chlorure de potassium à papa, cela aurait provoqué un arrêt cardiaque très rapide, ce qui correspond à ce qui s'est passé à l'hôpital. La détective Sandival remercie Edward, qui s'en va, puis Brandon revient dans le bureau, l'air grave. Il s'assoit et m'annonce que les services de protection de l'enfance, CPS, ont décidé de me placer en famille d'accueil d'urgence ce soir, car il n'est pas sûr pour moi de rentrer chez moi. Mon estomac se contracte d'une étrange manière. Je me sens à la fois effrayée et soulagée. Madame Reeves s'approche, me serre la main et promet de venir me voir demain pour s'assurer que tout va bien. Brandon m'explique qu'une famille d'accueil a déjà été contactée et m'attend ce soir, et qu'il m'y conduira lui-même après notre passage au bureau du CPS. Il ajoute que je ne peux pas retourner chez moi chercher mes affaires, car maman et Cyrus pourraient s'y trouver. Le CPS me fournira donc les objets essentiels jusqu'à ce qu'une visite supervisée puisse être organisée pour récupérer mes effets personnels. Vers 16 heures, Brandon me conduit au bâtiment du CPS, au centre-ville, dans sa voiture. Nous sommes assis dans une salle de conférence à remplir des papiers lorsque la réceptionniste entre et annonce que ma mère et Cyrus sont dans le hall, exigeant de me voir. Brandon lui demande de les faire patienter et sort leur parler. À travers la vitre de la porte, je vois maman et Cyrus debout au comptoir principal, tenant un épais dossier. Quand Brandon revient 10 minutes plus tard, la mâchoire serrée, il semble furieux. Il m'explique que maman et Cyrus ont apporté des copies imprimées d'emails et de messages textes, prétendant que j'ai des problèmes de comportement et que j'invente des histoires pour attirer l'attention. Apparemment, Cyrus a dit au superviseur du CPS que je me comportais de façon inappropriée et qu'il prévoyait déjà de m'envoyer en thérapie avant que je ne fasse ces accusations. Entendre Brandon répéter ce que Cyrus a dit me donne la nausée. J'ai l'impression que je pourrais vomir sur la table. Madame Reeves, venue avec nous au CPS, se lève et déclare qu'elle possède des documents relatant chaque interaction avec moi et qu'il n'y a jamais eu la moindre indication de problème de comportement. Elle sort son propre dossier, contenant ses notes de réunion et mes bulletins scolaires, qui prouvent que je suis une bonne élève. Le superviseur du CPS examine les deux ensembles de documents et décide que, quelles que soient les allégations de comportement, l'enregistrement est suffisamment grave pour que je reste sous protection le temps de l'enquête. Dans le hall, maman se met à crier au sujet de ses droits et à hurler qu'ils ne peuvent pas simplement lui enlever sa fille, mais la sécurité finit par les faire sortir. Une fois maman et Cyrus partis, Madame Reeves s'assoit avec moi dans la salle de conférence et m'aide à tout consigner par écrit. Elle me fait commencer depuis le début, le jour où papa est mort, et noter les dates et heures exactes de chaque événement. J'écris sur Cyrus buvant dans la tasse de papa 8 jours après les funérailles, sur lui entrant dans ma chambre pendant que je me changeais, sur maman retirant la porte de ma chambre. Madame Reeves me dit d'inclure les paroles précises des gens, pas seulement les faits, car les détails sont importants. Elle explique que les enfants qui inventent des histoires sont incapables de garder leur récit cohérent, mais que ma mémoire est claire et constante, ce qui aidera l'enquête.
Nous travaillons sur la déclaration pendant plus d'1 heure, jusqu'à ce que ma main me fasse mal à force d'écrire. Le lendemain après-midi, la détective Sandival vient me voir dans la famille d'accueil où j'ai dormi la nuit précédente. Les parents d'accueil sont gentils, mais tout me semble étrange et temporaire, comme si je vivais la vie de quelqu'un d'autre. La détective s'assoit avec moi dans le salon et me dit qu'elle a découvert quelque chose d'important. 3 mois avant la mort de papa, maman a doublé sa police d'assurance vie, la faisant passer de 200 000 $ à 400 000 $. La compagnie d'assurance a confirmé les faits et a envoyé à la détective Sandival des copies du dossier portant la signature de maman. J'ai la nausée, car cela signifie que maman planifiait la mort de papa depuis au moins 3 mois. La détective explique que l'augmentation de l'assurance constitue ce qu'on appelle une préméditation, ce qui rend le crime plus grave. Elle me demande si je me souviens de quelque chose d'étrange survenu il y a 3 mois, et je lui réponds que c'est justement à cette période que Cyrus a commencé à venir plus souvent à la maison. 2 jours plus tard, Brandon organise un appel téléphonique supervisé avec maman au bureau du CPS. Je suis assise dans une pièce avec Brandon, un haut-parleur posé sur la table entre nous. Quand la voix de maman retentit, elle pleure et me supplie de rentrer à la maison. Elle dit que Cyrus est parti, que je lui manque, et que la maison est vide sans moi. Pendant un instant, je la crois presque, tant elle semble triste. Mais ensuite, elle m'accuse de détruire notre famille avec mes mensonges et de ruiner sa vie. Elle dit que si j'avoue avoir tout inventé, nous pourrons redevenir heureux comme avant. C'est à ce moment-là que je comprends qu'elle essaie encore de me manipuler comme toujours, en me faisant culpabiliser pour ses choix. Je lui dis que je l'aime, mais que je ne peux plus lui faire confiance. Et maman éclate en sanglots plus forts encore. Brandon met fin à l'appel après 10 minutes et me demande si je vais bien. Plus tard dans la semaine, Madame Reeves appelle Brandon pour lui rapporter quelque chose d'inquiétant. Le gardien de l'école dit avoir vu la voiture de Cyrus garée dans le parking près de la zone de dépose des élèves, la veille au soir, avec Cyrus à l'intérieur observant le bâtiment. Le gardien ne s'est pas approché car il ignorait la situation, mais a jugé cela assez étrange pour le signaler. La détective Sandival obtient l'enregistrement vidéo de sécurité de l'école. La voiture de Cyrus y apparaît clairement. Elle dépose immédiatement une demande d'ordonnance restrictive, approuvée par le juge quelques heures plus tard. L'ordonnance stipule que Cyrus doit rester à au moins 150 mètres de moi, de mon école, et de tout lieu où il sait que je pourrais me trouver. Le lendemain matin, la détective Sandival se rend à notre maison avec 2 autres agents et un mandat de perquisition. Brandon m'appelle pour me prévenir pendant l'intervention. La détective et son équipe saisissent tous les ordinateurs, téléphones, tablettes et autres appareils électroniques appartenant à maman et Cyrus. Ils emportent l'ordinateur portable de maman, le PC de bureau de Cyrus provenant de l'ancien bureau de papa, leurs 2 téléphones, et même une vieille tablette trouvée dans un tiroir. Brandon m'explique que c'est en réalité un très bon signe, car cela prouve que l'enquête avance sérieusement et qu'un vrai dossier est en train d'être monté. La police fera examiner tout le matériel par des experts techniques à la recherche de preuves, historiques de navigation, messages supprimés et tout élément susceptible d'expliquer ce qui est arrivé à papa. 3 jours plus tard, la détective Sandival appelle Brandon et demande si elle peut venir à la famille d'accueil me montrer quelque chose d'important. Elle arrive cet après-midi-là avec un dossier rempli de papiers et s'assoit avec moi à la table de la cuisine. Le technicien de la police a examiné tous les fichiers de l'ordinateur de Cyrus et a retrouvé son historique de recherche datant de 2 semaines avant la mort de papa. La détective me glisse les pages imprimées et mes mains tremblent pendant que je lis. Dose létale de chlorure de potassium. Combien de potassium pour provoquer une crise cardiaque? Poison indétectable imitant une mort naturelle. Temps d'action d'une surdose de potassium. Les dates figurent de noir sur blanc, 3 et 4 octobre. Exactement 14 jours avant la mort de papa. Je me mets à pleurer, parce que cela prouve que j'avais raison depuis le début, que je n'étais pas folle, ni menteuse, comme maman l'affirmait. La détective Sandival pose une main sur mon épaule et me dit que c'est une preuve solide, démontrant la planification et l'intention. Elle explique que le procureur de district examine tout et prépare un dossier, mais que cela prend du temps pour être fait correctement. Brandon m'apporte des mouchoirs et je m'essuie le visage, ressentant ce mélange étrange de soulagement et de colère, parce qu'ils sont enfin obligés de me croire. Mais cela ne ramènera pas papa. Le lendemain matin, Edward rencontre la détective Sandival au poste de police pour examiner toutes les preuves ensemble.
Brandon m'en parle plus tard dans la journée, lorsqu'il vient me voir. Edward a expliqué que, même avec les recherches informatiques et l'enregistrement, l'affaire reste ce que les avocats appellent circonstancielle, tant qu'ils n'ont ni le corps de papa, ni les échantillons de sang originaux de cette nuit-là. Il a suggéré de demander l'exhumation si papa a été enterré, afin de pouvoir effectuer de nouveaux tests toxicologiques sur ses restes. Mais Edward a averti que les exhumations coûtent très cher et que le procureur du district doit les approuver. En plus, l'avocate de maman se battra probablement contre cette demande. La détective Sandival a dit à Edward qu'elle la présenterait quand même, car ils ont besoin de preuves physiques pour renforcer le dossier. Brandon m'explique tout cela avec des mots simples, et je lui demande s'ils vont vraiment déterrer la tombe de papa. Il répond que peut-être si le juge le permet, mais que cela pourrait prendre des semaines, voire des mois, avant d'obtenir l'autorisation. Je me sens mal à l'idée de perturber le lieu de repos de papa, mais je sais que c'est la seule façon de prouver ce que Cyrus et maman lui ont fait. L'audience du CPS a lieu la semaine suivante, au tribunal du centre-ville. Brandon m'y emmène, et nous nous asseyons dans une petite salle d'audience avec des bancs en bois et des néons qui bourdonnent. Maman arrive avec son avocate, une femme en tailleur gris qui a l'air contrariée. Cyrus n'a pas le droit de venir à cause de l'ordonnance restrictive. Le juge est un homme âgé avec des lunettes. Il lit tous les rapports du CPS, de la police et de l'école. Il pose quelques questions à l'avocate de maman sur la présence fréquente de Cyrus à la maison et sur le fait que maman avait enlevé la porte de ma chambre. L'avocate de maman essaie d'expliquer qu'elle voulait seulement m'aider à m'adapter après la perte de mon père, mais le juge ne semble pas convaincu. Puis il lit sa décision à voix haute. Cyrus ne peut avoir aucun contact avec moi, ni en personne, ni par message, ni d'aucune autre manière. Maman ne peut me voir que sous supervision dans les bureaux du CPS. Aucune visite à domicile n'est autorisée. Maman se met à pleurer en entendant cela, essuyant ses yeux avec un mouchoir, mais elle ne me regarde pas une seule fois pendant toute l'audience. Je me sens coupable, même si je sais que j'ai fait ce qu'il fallait, comme si j'étais celle qui détruisait notre famille, alors qu'en réalité, c'est elle qui a tué papa. Brandon me serre la main et me rappelle que tout cela est fait pour me protéger, pas pour punir maman. De retour à l'école, le lundi, les enfants commencent à chuchoter sur les raisons pour lesquelles je ne vis plus à la maison. J'entends des morceaux de conversation dans les couloirs entre les cours. Une fille de ma classe d'anglais dit aux autres que ma mère est en prison, ce qui est faux. Un autre garçon raconte qu'on m'a retiré parce que je consommais de la drogue, complètement inventé. Le pire des rumeurs, c'est que j'aurais accusé mon beau-père de m'avoir touché, et que le CPS m'aurait emmené pour cette raison. Les enfants me regardent bizarrement quand je passe. J'essaie d'ignorer tout ça, mais à l'heure du déjeuner, j'ai l'impression que tout le monde me dévisage. Je vais dans le bureau de Madame Reeves au lieu de la cafétéria, et elle remarque tout de suite que quelque chose ne va pas. Je lui raconte les rumeurs, et son visage devient sérieux. Elle passe plusieurs coups de téléphone pendant sa pause déjeuner, et à la fin de la journée, elle a parlé à tous mes professeurs pour leur demander de me laisser tranquille et d'empêcher les autres élèves de poser des questions sur ma situation. Elle me dit aussi que je peux venir déjeuner dans son bureau chaque fois que j'ai besoin d'une pause loin de la cafétéria, et elle aménage un coin tranquille avec quelques livres et un pouf. Ça m'aide de savoir que quelqu'un à l'école veille sur moi. Cet après-midi-là, la détective Sandival interroge maman au commissariat, avec son avocate assise juste à côté d'elle. Brandon reçoit plus tard une copie de la transcription de l'entretien et me raconte les passages importants. La chronologie que maman donne au sujet de la nuit où papa est mort ne correspond pas à ce qu'elle avait dit au personnel de l'hôpital quand nous y étions allés. À l'hôpital, elle avait déclaré s'être réveillée et avoir trouvé papa souffrant de douleur à la poitrine vers minuit. Mais lors de l'interrogatoire de police, elle admet que Cyrus est venu à la maison cette nuit-là et qu'il a donné du jus à papa pour l'aider à dormir vers 23h30. Quand la détective Sandival lui demande pourquoi Cyrus était chez elle à cette heure-là, maman n'a aucune bonne explication. Elle dit simplement qu'ils étaient amis et qu'ils passaient parfois. La détective fait remarquer que cela correspond exactement à la période de la bande sonore. Et l'avocate de maman lui dit alors de ne plus répondre aux questions. L'entretien se termine là, mais Brandon dit que les incohérences dans le récit de maman nuisent gravement à sa crédibilité. Je ressens une colère brûlante. Maman continue de mentir et de se chercher des excuses, au lieu d'avouer ce qu'elle a fait. 2 jours plus tard, Edward obtient l'autorisation du bureau du procureur du district pour consulter les dossiers hospitaliers de papa, datant de la nuit de sa mort. Il passe des heures à examiner les analyses de laboratoire et les notes du médecin des urgences.
Les résultats sanguins montrent que le taux de potassium de papa était dangereusement élevé, bien au-dessus de la normale. Edward trouve une note du médecin indiquant que ce niveau anormal de potassium lui avait semblé étrange, mais qu'il avait supposé que c'était une conséquence de la crise cardiaque, et non la cause. À l'époque, personne n'avait songé à un empoisonnement, puisque maman avait raconté que papa s'était simplement réveillé avec des douleurs à la poitrine. Edward rédige un rapport expliquant que l'empoisonnement au chlorure de potassium provoque les mêmes symptômes qu'une crise cardiaque, ce qui le rend très difficile à détecter. Il envoie des copies à la détective Sandival et au bureau du procureur. Brandon me dit que cette nouvelle preuve médicale, combinée aux autres éléments, renforce considérablement le dossier. Je ressens une vague d'espoir. Peut-être que la justice pour papa est enfin possible. Le lundi suivant, Madame Reeves est convoquée au bureau du directeur et revient visiblement stressée. Elle m'explique que Cyrus a déposé une plainte officielle auprès du district scolaire, l'accusant de m'avoir incité à faire de fausses accusations contre lui. L'école est donc obligée d'ouvrir une enquête complète, car l'accusation est grave. Madame Reeves s'assoit avec moi dans son bureau et me dit qu'elle n'est pas inquiète, car elle a suivi tous les protocoles et documenté chaque étape. Elle a pris des notes détaillées de toutes nos conversations, a fait des copies correctes de l'enregistrement et a informé les autorités compétentes au bon moment. Elle me dit de ne pas m'inquiéter, que tout cela n'est qu'une tentative de Cyrus pour se défendre et semer le doute. Mais je vois bien qu'elle est un peu nerveuse malgré tout. Je la remercie d'avoir cru en moi et de m'avoir aidée, et elle me répond que c'est son rôle. Le lendemain, l'enquêteur scolaire m'interroge, et je raconte toute la vérité. Madame Reeves ne m'a jamais dit quoi dire. Elle s'est simplement contentée d'écouter et de suivre la loi. Cette même semaine, le CPS effectue une visite surprise au domicile de maman pour vérifier si elle respecte les ordres du juge. Brandon m'en parle après, car je n'étais évidemment pas là. L'assistant social se présente sans prévenir et constate que maman a changé toutes les serrures, ce qui est logique pour la sécurité. Mais en regardant autour, il découvre les vêtements de Cyrus encore suspendus dans l'armoire de la chambre de maman. Ses chaussures sont près de la porte, sa brosse à dents dans la salle de bain et une tasse de café à son nom est posée sur le comptoir de la cuisine. L'assistant social prend des photos de tout comme preuve que Cyrus ne s'est jamais réellement éloigné, contrairement à ce qu'affirmait maman. Il entre aussi dans mon ancienne chambre et photographie l'embrasure sans porte, les charnières encore fixées au cadre. Il note dans son rapport qu'une chambre d'enfant sans porte est inappropriée et préoccupante. Brandon dit que cette violation de l'ordonnance du tribunal va poser un gros problème à maman lors de la prochaine audience. Je ressens un étrange mélange de satisfaction et de tristesse. Satisfaite qu'on ait enfin surpris maman en train de mentir, mais triste qu'elle choisisse encore Cyrus au lieu de respecter les règles pour pouvoir me revoir. Le lendemain, à l'école, je suis en cours de maths quand un remplaçant arrive à l'improviste, car notre professeur habituel est malade. Il est grand, a les cheveux foncés et entre sans frapper, ouvrant brusquement la porte. Mon cœur s'emballe, je n'arrive plus à respirer. Ma vision devient floue sur les bords et mes mains commencent à trembler sur le bureau. Le remplaçant commence à faire l'appel, mais sa voix semble lointaine et étouffée. Les murs semblent se refermer sur moi. Il faut que je sorte tout de suite. Je me lève trop vite, ma chaise tombe avec fracas. Tout le monde me regarde et le remplaçant me demande si je vais bien, mais je ne peux pas répondre. Je sors en courant de la classe, traverse le couloir et fonce vers le bureau de l'infirmière, la poitrine serrée et douloureuse. L'infirmière, qui me reconnaît, m'installe et me dit de respirer lentement. Elle appelle Brandon, car il figure désormais comme mon contact d'urgence. Il arrive 20 minutes plus tard et m'emmène au bureau du CPS, où je peux me calmer en privé. Plus tard dans la journée, Brandon organise pour moi une rencontre avec une thérapeute spécialisée dans les enfants victimes de traumatisme. Il me dit « Les attaques de panique sont normales après ce que tu as vécu, et la thérapie t'aidera à apprendre à les gérer. » Ce soir-là, dans ma famille d'accueil, j'essaie de dormir dans la petite chambre qu'ils m'ont préparée. Les parents d'accueil sont des gens gentils, un couple âgé dont les enfants sont déjà grands et partis de la maison. Ils ont des règles strictes, heure du coucher, tâches ménagères, temps d'écran limité, ce qui est bien, mais différent de ce que je connaissais. Le lit est confortable, mais ce n'est pas mon lit, et la chambre ne sent pas comme la mienne. Je reste allongée plus d'une heure sans réussir à m'endormir, obsédée par l'image de Cyrus entrant dans ma chambre la nuit. Sans vraiment réfléchir, je me lève et commence à pousser la commode contre la porte. Elle racle le plancher en bois et je me fige, craignant d'avoir réveillé quelqu'un.
la mère d'accueil frappe doucement et ouvre la porte. Elle me trouve debout, la commode à mi-chemin. Elle ne se fâche pas, ne pose pas de questions. Elle entre simplement, s'assoit sur le lit et tapote la place à côté d'elle. Elle me dit doucement que je suis en sécurité ici, que personne n'entrera dans ma chambre la nuit, et que toutes les portes ont des verrous si je veux les utiliser. Elle explique que les vieux réflexes sont difficiles à perdre et que c'est normal d'avoir peur. Mais elle ajoute que je n'ai plus besoin de me protéger, car c'est désormais leur rôle. Nous repoussons la commode ensemble, et elle me montre comment verrouiller la porte de l'intérieur. Je finis par m'endormir vers minuit, la porte fermée à clé, me sentant un peu plus en sécurité que je ne l'avais été depuis des mois. Le lendemain matin, Brandon appelle pour demander s'il peut passer à la maison d'accueil afin de me tenir au courant de l'affaire. Il arrive vers 10 heures, un dossier rempli de papiers sous le bras, et s'assoit avec moi et mes parents d'accueil autour de la table de la cuisine. Brandon explique que Martha a appelé la détective Sandival la veille et s'est souvenue d'un détail important concernant le matin suivant la mort de papa. Elle sortait les poubelles très tôt et a remarqué un sac inhabituellement lourd dans notre bac, qui faisait un bruit de cliquetis, comme des bouteilles en verre, lorsque le camion l'a ramassé. La détective Sandival a déjà demandé à consulter les dossiers de collecte des ordures pour voir s'il est possible de retrouver quelque chose. Mais Brandon dit qu'il est probable que tout soit déjà enseveli dans une décharge. Malgré tout, c'est un nouvel indice qui montre qu'il s'est passé quelque chose de suspect cette nuit-là. 2 heures plus tard, la détective Sandival appelle Brandon alors qu'il est encore chez nous et lui demande à me parler. Elle me dit que la police a retrouvé un reçu dans la voiture de Cyrus lors de la première fouille, qu'ils viennent seulement d'examiner plus en détail. Ce reçu provient d'un magasin de matériel médical, où ont été achetées des seringues et quelque chose appelé substitut de sel, qui, m'explique-t-elle, contient du chlorure de potassium. Le reçu est daté 4 jours avant la mort de papa. La détective ajoute qu'ils ont récupéré les images de vidéosurveillance du magasin et on y voit clairement Cyrus acheter ces articles précis. Mes mains se mettent à trembler. Cela prouve qu'il avait planifié de tuer papa avant que cela n'arrive. Brandon reprend le téléphone pour parler quelques minutes de plus avec la détective, pendant que je reste assise, tentant de digérer la nouvelle. Après avoir raccroché, il m'annonce qu'il y a d'autres nouvelles. Mais pas toutes bonnes. La compagnie d'assurance vie a appris l'existence de l'enquête et a gelé le versement prévu pour maman jusqu'à ce que tout soit éclairci. Apparemment, maman a dû engager un avocat pour contester cette décision, et Brandon explique que cela renforce notre dossier, car cela montre que même l'assureur doute du caractère naturel de la mort de papa. Il précise que les compagnies d'assurance ont leurs propres enquêteurs et ne bloquent jamais un paiement sans raison sérieuse. Dans les jours qui suivent, j'essaie de me concentrer sur l'école et de m'habituer à ma nouvelle routine en famille d'accueil, mais je pense sans arrêt à l'enquête. Puis, un après-midi, ma thérapeute me montre quelque chose pendant notre séance qui me noue l'estomac. Maman a trouvé un moyen de m'envoyer des messages à travers l'application de communication surveillée que le CPS a mise en place. Le premier message dit qu'elle m'aime, me manque et veut que je rentre à la maison. Mais 1 heure plus tard, le second dit que je détruis sa vie et notre famille avec mes mensonges. Ma thérapeute m'aide à comprendre que c'est une forme de manipulation, alternée entre amour et culpabilité pour me désorienter et me faire sentir responsable. Elle m'enseigne à établir des limites et m'explique que je n'ai pas à répondre aux messages qui me font du mal. Nous pratiquons ensemble ce que je pourrais dire si maman continue à m'écrire, et ma thérapeute promet de surveiller l'application et de signaler à Brandon tout message inquiétant. La semaine suivante, Brandon m'annonce qu'Edward a officiellement recommandé l'exhumation du corps de papa pour de nouvelles analyses toxicologiques. Le bureau du procureur débat de savoir si cela vaut le coup et la publicité qu'impliquerait une telle démarche. Apparemment, la détective Sandival a insisté sur le fait que sans ces résultats, il pourrait ne pas avoir assez de preuves pour déposer des accusations, car l'enregistrement audio pourrait être contesté en justice. Brandon m'explique que les avocats de la défense pourraient prétendre que l'audio a été modifié ou sorti de son contexte. Avoir des preuves scientifiques d'un empoisonnement au potassium renforcerait donc considérablement le dossier. 3 jours plus tard, pendant que je suis à l'école, Brandon envoie un message à Madame Reeves. Le juge a approuvé la demande d'exhumation. L'avocat de maman a tenté de s'y opposer, arguant que ce serait un manque de respect envers la mémoire de papa. Mais le juge a donné raison au procureur. L'exhumation est prévue dans 3 semaines, afin de laisser à chacun le temps de se préparer. Quand Madame Reeves me l'annonce pendant le déjeuner, je ressens à la fois un soulagement, nous approchons de la vérité, et une tristesse profonde.
car troubler la tombe de papa me semble mal, même si je sais que c'est nécessaire. La même semaine, le CPS tient une autre audience concernant ma situation. Brandon m'explique à l'avance qu'ils vont prolonger mon placement et créer ce qu'ils appellent un plan de suivi pour maman. Lors de l'audience, le juge ordonne que maman doit suivre des séances de thérapie et des cours parentaux avant de pouvoir bénéficier de visites non surveillées. Maman dit à son avocate, en pleine audience, que c'est totalement injuste, qu'on la traite comme une criminelle, alors qu'elle n'a été accusée de rien. Son avocate tente de la calmer, mais maman continue à protester, jusqu'à ce que le juge la mette en garde contre un outrage au tribunal. L'ordonnance reste inchangée, et je reste en famille d'accueil pour au moins 3 mois supplémentaires. 2 jours après l'audience, quelque chose de glacial se produit, et je suis reconnaissante de ne plus vivre à la maison. Madame Reeves m'appelle dans son bureau et me montre une demande de message sur les réseaux sociaux provenant d'un compte inconnu. La photo de profil montre un paysage quelconque, et le compte a été créé la veille. Le message dit que c'est Cyrus, qu'il me manque et veut tout m'expliquer si j'accepte de lui parler. Madame Reeves a déjà pris des captures d'écran et les a envoyées à la détective Sandival avant même que j'aie fini de lire. La détective dit à Brandon que cela constitue une violation de l'ordonnance restrictive et qu'elle va l'ajouter au dossier. Elle explique que Cyrus devient de plus en plus désespéré à mesure que les preuves s'accumulent contre lui, ce qui le rend encore plus dangereux. Pendant ce temps, la police exécute un second mandat de perquisition sur la voiture de Cyrus, cette fois de manière plus approfondie. La détective Sandival m'appelle ce soir-là pour m'annoncer qu'ils ont trouvé un petit carnet coincé sous le siège passager. À l'intérieur, des pages entières de notes. Les horaires de travail de papa, l'heure à laquelle il partait et rentrait, mon emploi du temps scolaire, avec des remarques sur les jours où j'avais des activités après les cours. La détective Sandival dit que cela montre une planification minutieuse, que Cyrus observait notre famille et apprenait nos routines depuis presque 2 mois avant la mort de papa. Enfin, après des semaines d'attente, Brandon m'appelle avec la plus grande nouvelle jusqu'ici. Le procureur du district a examiné toutes les preuves recueillies. L'enregistrement audio, les recherches sur l'ordinateur, le reçu et la vidéo du magasin, le carnet et la déclaration de Martha. Ils ont décidé qu'ils ont assez d'éléments pour déposer des accusations, même avant les résultats de l'exhumation, mais ils préfèrent attendre les analyses toxicologiques pour que le dossier soit aussi solide que possible. La détective Sandival m'explique que cela montre qu'ils prennent tout très au sérieux et croient de pouvoir prouver ce qui s'est passé au-delà de tout doute raisonnable. Elle précise que le procureur ne lance pas de poursuite à moins d'être convaincu de pouvoir gagner le procès. Brandon ajoute que nous devons nous attendre à ce que les charges soient déposées environ 1 mois après le retour des résultats du laboratoire. Je lui demande de quel chef d'accusation il s'agit, et il explique que ce sera probablement meurtre pour Cyrus et complicité ou conspiration pour maman, selon ce que le procureur pourra démontrer sur son rôle et ses intentions. Entendre le mot « meurtre » prononcé à voix haute rend tout cela terriblement réel et effrayant. Mais cela confirme aussi que je n'étais pas folle, ni en train d'inventer quoi que ce soit, contrairement à ce que maman a voulu me faire croire. 3 jours après que le procureur eut pris sa décision, la détective Sandival appela Brandon avec une nouvelle qui le fit venir directement chez ma famille d'accueil. Cyrus avait été arrêté ce matin-là pour harcèlement et subornation de témoins en raison des faux messages sur les réseaux sociaux et du fait qu'il avait été aperçu à plusieurs reprises près de mon école. Brandon m'expliqua les chefs d'accusation en s'asseyant en face de moi à la table de la cuisine, son dossier ouvert devant lui, rempli de papiers à l'air officiel. L'arrestation eut lieu dans l'appartement de Cyrus vers 6 heures du matin, en présence de 4 officiers. La détective Sandival avait dit à Brandon que Cyrus était resté calme tout au long du processus, comme s'il s'y attendait. Il paya sa caution 3 heures plus tard avec de l'argent provenant d'une source que Brandon n'a pas encore pu retracer. Mais le juge l'obligea à porter un bracelet électronique à la cheville et lui ordonna de rester à au moins 8 kilomètres de notre ancien quartier, de mon école et de tout endroit où je pourrais me trouver. Brandon me montra une carte avec des zones rouges partout, représentant les lieux où Cyrus n'avait pas le droit d'aller. La société responsable du bracelet alerterait immédiatement la police s'il entrait dans une zone restreinte. Je demandai ce qui se passerait s'il enfreignait les règles, et Brandon répondit qu'il irait directement en prison sans possibilité de caution. Cette même semaine, quelqu'un envoya un courriel anonyme au service de protection de l'enfance avec une photo en pièce jointe. Brandon me montra l'image sur son téléphone un jour après l'école. On y voyait maman et Cyrus assis ensemble dans une banquette de restaurant,
penchés l'un vers l'autre et se tenant la main au-dessus de la table. La photo portait un horodatage d'il y a 2 jours, ce qui signifiait que maman avait violé l'ordonnance du tribunal, lui interdisant tout contact avec Cyrus. Brandon rédigea un rapport de violation cet après-midi-là et demanda une audience d'urgence. Le juge la fixa au lundi suivant. Lorsque Brandon m'apprit que le juge avait menacé de retirer à maman tous ses droits de visite si elle continuait à enfreindre les règles, je me sentis coupable, même si je savais qu'elle l'avait cherché. L'audience eut lieu dans une salle plus petite que la précédente, avec moins de monde. Maman était assise avec son avocate à une table, tandis que Brandon représentait les services de protection de l'enfance à une autre. Le juge lut à voix haute le rapport de violation, y compris les détails concernant la rencontre au restaurant et le temps qu'ils y étaient restés. L'avocate de maman tenta de plaider que celle-ci avait le droit, en tant qu'adulte, de voir qui elle voulait. Mais le juge l'interrompit. Il renforça les conditions de supervision de maman et déclara très clairement qu'elle devait avoir 0 contact avec Cyrus à l'avenir. Maman se leva sur le champ et protesta, disant que c'était injuste, qu'elle était une adulte capable de prendre ses propres décisions concernant ses relations. Son avocate la prit par le bras, essayant de la faire asseoir et de la faire taire. Mais maman continua. Elle affirma que le tribunal la traitait comme une criminelle alors qu'elle n'avait encore été accusée de rien. Le juge la prévint qu'elle risquait un outrage au tribunal et demanda à son avocate de maîtriser sa cliente. Maman finit par s'asseoir, mais je pus voir sa mâchoire crispée par la colère. Le juge ne modifia pas l'ordonnance, et je restai en famille d'accueil avec des règles encore plus strictes concernant les visites de maman. Madame Reeves m'appela dans son bureau le lendemain, pendant la pause déjeuner. Elle ferma la porte et me demanda de m'asseoir dans la chaise confortable à côté de son bureau. Elle m'expliqua que je pourrais être amenée à témoigner au tribunal lorsque le procès aurait lieu et qu'elle voulait m'aider à me préparer afin que je n'aie pas trop peur. Nous passâmes toute la pause à pratiquer la façon de répondre aux questions. Elle m'apprit à prendre une inspiration avant de répondre, à dire si je ne comprenais pas quelque chose et à dire la vérité même si c'était difficile. Elle me montra des exercices de respiration pour les moments où je sentirais la panique monter. Compter jusqu'à 4 en inspirant, puis jusqu'à 4 en expirant. Nous pratiquâmes encore et encore jusqu'à ce que cela devienne naturel. Elle me dit que les avocats de la défense pourraient essayer de me troubler ou de me désorienter, mais que je devais simplement me concentrer sur des réponses honnêtes et claires. L'exhumation a eu lieu un jeudi matin froid, 3 semaines plus tard. Je n'y suis pas allée car Brandon a dit que ce serait trop difficile pour moi de voir cela. Edward a supervisé tout le processus pour s'assurer que toutes les procédures appropriées soient respectées. Brandon m'a appelé cet après-midi-là et m'a dit que tout s'était déroulé sans problème. Ils ont prélevé de nouveaux échantillons sur le corps de papa et les ont envoyés au laboratoire d'État avec une demande d'analyse prioritaire. Edward a expliqué que les échantillons seraient analysés pour détecter des niveaux de chlorure de potassium et d'autres substances qui auraient pu être manquées la première fois. Le laboratoire a promis des résultats dans les 2 semaines en raison de l'enquête criminelle en cours. J'ai essayé de ne pas penser au corps de papa étant dérangé. J'ai essayé de me concentrer sur le fait que cela prouverait ce qui s'était réellement passé. 2 semaines ont semblé durer 2 mois. J'allais à l'école, faisais mes devoirs, assistais à des séances de thérapie, mais tout le temps, j'attendais que le téléphone sonne. Enfin, Brandon a appelé un mardi soir juste après le dîner. Les résultats préliminaires de toxicologie montrèrent la présence de chlorure de potassium à des niveaux qui n'auraient pas pu se produire naturellement. Edward a passé 1 heure au téléphone avec la détective Sandival pour expliquer les niveaux spécifiques et le moment où le potassium était entré dans le système de papa. La détective Sandival m'a appelé juste après avoir parlé avec Edward. Elle a dit que c'était l'avancée dont ils avaient besoin, la preuve physique qui correspondait à l'enregistrement. Sa voix était enthousiaste, mais professionnelle. Elle a expliqué que les résultats seraient transmis au bureau du procureur dans les 24 heures. Le lendemain, la détective Sandival a emmené maman pour une autre interview avec les nouvelles preuves posées sur la table entre elles. L'avocate de maman était assise à côté d'elle, l'air fatigué. La détective Sandival a passé en revue les résultats de toxicologie, la chronologie, l'enregistrement et toutes les autres preuves collectées. Maman a commencé à pleurer et a finalement admis qu'elle avait donné à papa quelque chose pour l'aider à dormir cette nuit-là, quelque chose que Cyrus lui avait fourni dans une petite bouteille. Elle a affirmé qu'elle ne savait pas que cela le tuerait, que Cyrus lui avait dit que c'était juste un puissant somnifère. Mais la détective Sandival a remis l'enregistrement, la partie où Cyrus disait que cela devrait prendre environ 3 minutes,
et maman n'a montré aucune surprise. L'avocate de maman a interrompu l'interview et a demandé une pause. Le procureur a porté des accusations 3 jours plus tard. Meurtre au premier degré pour Cyrus, complicité après coup pour maman. La détective Sandival est venue à ma maison d'accueil pour me l'annoncer en personne. Avec Brandon présent. Elle m'a expliqué que cela signifiait que le procureur croyait qu'il pouvait prouver l'affaire au-delà de tout doute raisonnable, qu'ils avaient suffisamment de preuves pour convaincre un jury. J'ai demandé quelles seraient les peines si elles étaient reconnues coupables. La détective Sandival a dit que Cyrus pourrait écoper de la prison à vie et maman de 15 à 20 ans. Entendre ces chiffres a rendu tout cela réel et définitif d'une manière que je n'avais jamais ressentie auparavant. L'audience de lecture des chefs d'accusation de Cyrus était prévue pour le lundi suivant à 9 heures du matin. Brandon m'a demandé si je voulais y aller et j'ai dit oui parce que j'avais besoin de voir Cyrus menotter. J'avais besoin de voir qu'il ne pouvait plus me faire de mal. Nous nous sommes assis dans la galerie, 3 rangs en arrière, pendant qu'on amenait Cyrus vêtu d'une combinaison orange. Il semblait plus mince que dans mon souvenir. Le juge a lu les chefs d'accusation à voix haute et a demandé comment il plaidait. Cyrus a dit « non coupable » d'une voix calme. Puis il a tourné la tête et m'a regardé directement dans la galerie de la salle d'audience. Ses yeux se sont fixés sur les miens et sa bouche a bougé, formant des mots que je n'ai pas pu entendre, mais j'ai pu lire sur ses lèvres. Le shérif l'a immédiatement remarqué et s'est interposé entre nous, bloquant la vue de Cyrus. Le shérif est allé directement voir le juge et lui a murmuré quelque chose. L'expression du juge a changé. Le juge a demandé à Cyrus s'il venait d'essayer de communiquer avec un témoin, et Cyrus a esquissé un léger sourire, mais n'a pas répondu. Le juge a révoqué sa caution sur le champ pour intimidation de témoin. Le shérif et un autre officier se sont approchés de Cyrus, tandis que le juge expliquait qu'il serait placé en détention immédiate, sans possibilité de libération sous caution. Cyrus resterait en prison jusqu'au procès. On lui a mis des menottes et il a été conduit vers la porte latérale. Je l'ai vu disparaître par cette porte et j'ai senti un poids lourd se soulever de mes épaules. Il était enfermé. Il ne pouvait pas m'atteindre. Il ne pouvait pas me faire de mal. Brandon a posé sa main sur mon épaule et m'a demandé si j'allais bien. J'ai hoché la tête parce que pour la première fois depuis des mois, c'était vraiment le cas. Brandon m'a accompagné hors du tribunal jusqu'à sa voiture garée de l'autre côté de la rue. Pendant le trajet, il a expliqué que le CPS avait trouvé une famille d'accueil à long terme expérimentée avec des cas comme le mien. Les parents d'accueil habitaient à 20 minutes dans un quartier tranquille avec 2 autres enfants placés qui étaient plus âgés que moi. Ils s'appelaient de Carol et Jim et nous ont accueillis à la porte d'entrée à notre arrivée. Carol m'a montré ma chambre, un petit espace aux murs bleus et avec une fenêtre donnant sur leur jardin. Elle m'a aidé à déballer les quelques vêtements que j'avais pour le placement d'urgence et m'a dit que le dîner serait à 18 heures. Cette première nuit, je me suis réveillée en hurlant à cause d'un cauchemar où Cyrus se tenait sur mon lit. Carol est arrivée en quelques secondes et s'est assise sur la chaise près de ma porte jusqu'à ce que je me rendorme. Elle a fait cela 3 autres fois cette semaine-là sans montrer d'agacement ni de fatigue. 2 semaines plus tard, Madame Reeves est venue me rendre visite à la maison d'accueil, apportant un cahier et quelques feuilles imprimées. Elle s'est assise avec moi à la table de la cuisine et m'a expliqué que le tribunal voulait une déclaration d'impact de la victime de ma part. J'ai demandé ce que cela signifiait et elle m'a dit que c'était mon occasion de dire au juge, avec mes propres mots, comment Cyrus m'avait blessée et ce que j'avais perdu lorsque papa est mort. Nous avons travaillé dessus ensemble pendant plus d'1 heure. Madame Reeves posait des questions douces et notait mes réponses. Quand je suis arrivée à la partie où je parlais du manque du rire de papa et de la façon dont il faisait des pancakes tous les samedis, j'ai commencé à pleurer si fort que je ne pouvais plus parler. Madame Reeves a attendu patiemment et m'a donné des mouchoirs. Une fois que nous avons terminé, elle me l'a lu et m'a demandé si cela sonnait bien. Entendre mes propres mots à voix haute m'a fait pleurer de nouveau, mais cette fois, c'était différent. J'avais l'impression que ma voix comptait vraiment et que les gens devraient écouter. Brandon est apparu à la maison d'accueil 3 jours plus tard avec des nouvelles concernant la compagnie d'assurance. Ils ont officiellement refusé la réclamation de maman en raison de l'affaire criminelle en cours. Il s'est assis en face de moi dans le salon et a dit « Maman a fait une demande pour une visite supervisée. » Il m'a demandé si je voulais la voir et j'ai senti mon estomac se nouer. Une partie de moi me manquait tellement que ça faisait mal. Elle me manquait. La maman qu'elle était avant Cyrus. Mais une autre partie de moi restait en colère pour la façon dont elle l'avait choisi lui plutôt que moi et papa. J'ai dit à Brandon « Oui, parce que peut-être que si je la vois, je pourrais comprendre pourquoi elle l'a fait. »
La visite a été programmée pour le mardi suivant dans le bureau du CPS au centre-ville. Brandon m'y a emmené et nous nous sommes assis dans une petite pièce avec une table et 4 chaises. Maman est arrivée avec 10 minutes de retard, portant les mêmes vêtements que lors de la lecture des chefs d'accusation de Cyrus. Elle semblait plus mince, et ses cheveux avaient besoin d'être lavés. Elle a commencé à pleurer dès qu'elle m'a vue et s'est approchée de la table pour prendre mes mains. Brandon lui a rappelé la règle de non-contact, et elle a reculé. Maman a continué à alterner entre dire qu'elle était désolée et donner des excuses sur la façon dont Cyrus l'avait manipulée. Elle a affirmé qu'elle n'avait jamais voulu que papa meure et qu'elle ne savait pas que la boisson le tuerait. J'ai écouté un moment, puis je lui ai dit que je l'aimais, mais que je ne pouvais plus lui faire confiance. Elle a pleuré plus fort et a dit que je lui brisais le cœur. J'ai souligné qu'elle avait brisé le mien en premier lorsqu'elle avait aidé à tuer papa. Brandon a mis fin à la visite après cela parce que maman a commencé à devenir bruyante et sur la défensive. Edward a appelé la détective Sandival la semaine suivante avec son rapport final. Brandon m'en a parlé lors de notre suivi régulier à la maison d'accueil. Edward a conclu que papa est mort par empoisonnement au chlorure de potassium administré par une autre personne. Le médecin légiste a officiellement modifié le certificat de décès de papa, passant de crise cardiaque à homicide. La détective Sandival a dit que cela éliminait tout doute restant sur ce qui s'était passé et rendait l'affaire criminelle encore plus solide. Le procureur a commencé à préparer le procès dès l'arrivée du rapport d'Edward. La détective Sandival est passée à la maison d'accueil pour me mettre à jour sur les affaires juridiques. Elle m'a expliqué que le procureur avait proposé à maman un accord dans lequel elle pourrait témoigner contre Cyrus et obtenir une peine plus légère. Mais Cyrus a refusé tout accord et a dit à son avocat qu'il voulait aller en procès. Apparemment, l'avocat de maman lui avait dit de réfléchir sérieusement à un plaidoyer de culpabilité, car les preuves contre les deux étaient vraiment solides. La détective Sandival a dit que le procureur garderait probablement l'offre ouverte encore quelques semaines avant de la retirer. J'ai demandé ce qui se passerait si maman acceptait l'accord, et elle a dit que maman devrait raconter au jury tout sur la planification du meurtre de papa. L'idée que maman admette enfin la vérité devant le tribunal m'a rendue à la fois triste et soulagée. Le CPS et l'école ont travaillé ensemble pour que je reprenne les cours à temps plein avec un soutien supplémentaire. J'ai commencé à aller tous les jours au lieu de quelques heures seulement. Madame Reeves a mis en place des réunions hebdomadaires avec moi dans son bureau pour voir comment je progressais. Mes professeurs étaient au courant de ma situation et me donnèrent des prolongations pour les devoirs quand j'en avais besoin. Après quelques semaines, mes notes ont recommencé à remonter. Les maths restaient difficiles, mais j'ai cessé de m'endormir en classe à cause des cauchemars. Les autres enfants me laissaient surtout tranquille, ce qui était bien car je ne voulais pas expliquer où j'avais été. La pause déjeuner était la pire, car tout le monde s'asseyait en groupe et je mangeais seule. Madame Reeves me permettait d'aller dans son bureau pendant le déjeuner 2 fois par semaine, et nous parlions simplement de choses normales comme des séries télé et des livres. Ma routine a commencé à redevenir normale d'une manière qu'elle n'avait pas été depuis avant la mort de papa. Je me réveillais, allais à l'école, faisais mes devoirs, dînais avec Carol et Jim, et allais me coucher sans pousser les meubles contre ma porte. Brandon a programmé une réunion au bureau du CPS pour parler de la planification du placement permanent. Carol m'y a emmené un jeudi après-midi et s'est assise avec moi pendant que Brandon expliquait les options. Il a dit que je pouvais rester en famille d'accueil à long terme avec Carol et Jim ou que le CPS pouvait chercher des parents souhaitant la tutelle. Je lui ai dit que je n'avais pas beaucoup de proches et que ceux que j'avais habitaient en loin. Brandon a dit que ce processus prendrait des mois, mais il voulait en s'assurer que j'aie de la stabilité. Il m'a demandé ce que je voulais, et j'ai dit que rester avec Carol et Jim me semblait bien pour l'instant. Ils me traitaient en bien et ne me forcèrent pas à parler quand je ne voulais pas. Brandon a tout noté et a dit qu'il commencerait les démarches pour le placement à long terme. La réunion a duré moins d'1 heure, mais c'était bien que quelqu'un demande ce que je voulais au lieu de décider pour moi. Ce soir-là, dans ma chambre d'accueil, j'ai ouvert la boîte spéciale où je gardais l'iPad de papa. La batterie était vide, alors je l'ai branché et attendu qu'il se recharge. Quand il s'est allumé, j'ai trouvé l'enregistrement vocal et appuyé sur lecture une fois de plus. La voix de papa a rempli la pièce en énumérant les courses d'Aldi. Puis Cyrus est intervenu et tout a changé. J'ai tout écouté, entendant la confusion de papa, la fausse douceur de maman et la voix froide de Cyrus parlant de potassium. Quand c'est fini, je suis restée assise à pleurer en silence. Puis j'ai de nouveau sauvegardé le fichier, éteint l'iPad et l'ai remis dans la boîte. J'ai glissé la boîte sous mon lit où elle serait en sécurité.
Papa aurait voulu que je continue à me battre pour que Cyrus paie pour ce qu'il a fait. C'est ce que je faisais. Je faisais exactement ce que papa aurait voulu. La détective Sandival a appelé Brandon la semaine suivante avec des nouvelles sur la date du procès. Le tribunal l'a programmé dans 6 mois, laissant le temps aux 2 parties de se préparer. Toutes les ordonnances de restriction et ordonnances de protection ont été maintenues. La détective Sandival a dit à Brandon de me transmettre que Cyrus resterait en prison tout le temps parce que le juge le considérait dangereux. Brandon m'a transmis le message lors de sa visite hebdomadaire. Savoir que Cyrus était enfermé et ne pouvait pas m'atteindre a rendu le sommeil plus facile. 6 mois semblaient une éternité, mais aussi pas assez long. Il faudrait que je témoigne un jour. Il faudrait que je m'asseye dans une salle de tribunal et raconte à des inconnus ce que Cyrus a fait. Mais j'avais du temps pour me préparer. J'avais Madame Reeves et Brandon, et Carol et Jim pour m'aider. J'avais l'enregistrement de papa comme preuve. J'avais bien fait les choses, dit la vérité quand c'était important, et maintenant le système fonctionnait. Cyrus ne pouvait plus jamais me faire de mal, et bientôt un jury entendrait tout ce qu'il avait fait. Cela devait suffire pour l'instant. Ma thérapeute m'a offert un joli set de papeterie pendant notre séance et m'a suggéré d'écrire des notes de remerciement aux personnes qui m'avaient aidée. Je me suis assise à mon bureau dans ma chambre d'accueil ce soir-là, et j'ai commencé par Madame Reeves, la remerciant de m'avoir cru quand personne d'autre ne l'a fait et de m'avoir protégée à l'école. Ensuite, j'ai écrit à Martha pour lui dire combien cela signifiait qu'elle ait remarqué que les choses allaient mal et qu'elle ait parlé quand il le fallait. J'ai écrit à la détective Sandival pour la remercier de prendre mon affaire au sérieux et de travailler si dur pour découvrir la vérité sur papa. J'ai écrit à Edward pour le remercier d'avoir prouvé ce qui était réellement arrivé à papa, et à Brandon pour m'avoir trouvé un endroit sûr où vivre et pour me rendre visite chaque semaine. Ma thérapeute m'a dit que remercier les personnes qui m'avaient aidée faisait partie de la guérison, et écrire chaque note m'a rendue plus forte d'une certaine manière. Je les ai pliées avec soin et mises dans des enveloppes, sachant que je les enverrais demain. Quand j'ai terminé, je me suis regardée dans le miroir, et j'ai promis d'être assez forte pour témoigner lorsque le procès arriverait. Je le devais à papa et à tous ceux qui ont lutté pour moi. Le samedi après-midi, ma mère d'accueil m'a demandé si je voulais aller au parc. Et j'ai dit oui. Nous y sommes allés en voiture, et elle s'est assise sur un banc à lire pendant que je m'approchais des balançoires. Je me suis assise et me suis doucement balancée, regardant les petits enfants jouer dans le parcours de motricité et entendant leurs parents crier de faire attention. Le soleil me chauffait le visage, et pour la première fois depuis des mois, je me suis sentie vraiment en sécurité. Pas seulement protégée physiquement, mais en sécurité d'une manière qui me permettait de respirer normalement. Papa me manquait encore tellement que parfois ça faisait mal. Surtout dans des moments calmes comme celui-ci, où je pouvais presque entendre sa voix me dire de pousser mes jambes plus haut. Mais je n'avais plus peur. Je ne poussais plus les meubles contre les portes, je ne dormais plus dans les placards, je ne sursautais plus à chaque bruit. La vie n'était pas parfaite et ne le serait probablement jamais, mais je pouvais m'asseoir sur une balançoire, regarder les enfants jouer et me sentir bien. Cela suffisait pour l'instant.